L'histoire d'un homme, figure emblématique de la lutte contre l'asservissement et l'exploitation inhumaine des peuples dits inférieurs dans un pays devenu aujourd'hui l'un, sinon le plus influent à l'échelle planétaire. C'est l'auteur et promulgateur de la loi sur l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Abraham Lincoln, de regrettée mémoire, demeure une personnalité iconique des États-Unis plus de 2 siècles après sa disparition. Dans cet épisode, je vais vous raconter son histoire. Je m'appelle Maël Toudi, bienvenue sur ma chaîne. Ici, j'aborde des thématiques variées, notamment sur l'histoire, l'actualité courante et la géopolitique mondiale. Installez-vous confortablement car ceci va vous passionner et par-dessus tout, vous aider à comprendre notre histoire, l'histoire du monde. Abraham est né le 12 février 1809 dans le comté de Hardin, dans l'état du Kentucky actuel, d'un couple de fermiers sans fortune. Son père, Thomas Lincoln, descend d'une longue lignée de Lincoln dont le premier avait immigré d'Angleterre dans le Massachusetts en 1637. Et à partir de là, les générations ont voyagé en Pennsylvanie, en Virginie, puis dans le Kentucky. Le père de Thomas, Abraham, a été tué par des Indiens en 1786 lors d'affrontements supposés. Tandis que sa mère, du nom de Nancy Hanks, est née en Virginie, élevée par une mère célibataire appelée Lucie. Le couple va alors se marier au courant de l'année 1806 et de cette union naissent 3 enfants. Le premier s'appelle Sarah en 1807, le second Abraham et le troisième Thomas meurent malheureusement quelques temps après. À l'automne 1816, suite à des démêlés avec la justice concernant des titres de propriété de terre du Kentucky, à l'issue desquels la famille perd absolument toutes ses possessions. Le père d'Abraham, Thomas Lincoln, est contraint de déménager dans le sud-ouest de l'Indiana où il s'établit avec toute sa famille. Il occupe des terres publiques et vit tout d'abord dans une ferme abandonnée avant finalement d'y construire un habitat acceptable après avoir acheté le terrain pour y faire de l'agriculture. C'est au sein de cette famille modeste que finalement grandit Abraham, initié par son père à une vie à l'Indiana sauvage littéralement. Abraham participe aux travaux des champs et à l'élevage, mais répugne à la chasse et à la pêche. C'est en 1818 qu'un terrible malheur frappe la famille de plein fouet, car c'est après avoir consommé du lait d'animaux contaminé à une maladie extrêmement dangereuse que Nancy Lincoln meurt à 34 ans seulement de la maladie du lait telle que celle-ci était appelée à cette époque-là. Cette perte va dévaster le petit Abraham, tout jeune encore et déjà injustement soumis par la providence à l'absence de sa mère. Fort heureusement, selon les circonstances bien entendu, son père épouse l'année suivante une femme, une certaine Sarah, veuve et mère de 3 enfants. Sarah va redonner au petit Abraham le sourire ainsi que le goût à la vie, bercé par l'amour sans distinction de celle qu'il appellera plus tard Angel Mother, mon ange, maman, traduit de l'anglais. La vie d'adolescent d'Abraham est marquée par un passage à l'école notamment entre 11 et 15 ans. En parallèle de ses activités de récolte et dans les champs, il s'intéresse à la poésie et développe un certain talent pour l'écriture. Une passion encouragée par son aimante et charmante belle-mère Sarah, mais incomprise de son père qui le fustige et attend de lui davantage d'implication dans les activités agricoles de la famille. À l'aube de ses 17 ans, il quitte donc définitivement ses parents et va partir pour travailler sur un ferry dans l'Ohio. Depuis lors, il enchaîne donc plusieurs occupations diverses. Tout d'abord comme magasinier, ensuite postier, puis surveillant et enfin militaire. Car effectivement, en 1832, alors âgé seulement de 23 ans, il s'enrôle dans la milice locale pour combattre les Indiens de Black Hawk et est élu de ce fait capitaine de sa compagnie. Alors on commence à s'apercevoir que le petit Abraham est en train de grandir. De fait, il devient un homme puisqu'il est devenu capitaine de sa compagnie. Pour la petite histoire, il faut comprendre que Black Hawk était un chef amérindien de la tribu de Sauk, né dans les environs de Rockford aux États-Unis. Il fut un allié des Britanniques pendant la guerre de 1812 et était farouchement opposé aux partisans des États-Unis. Enfin les amis, ici il est important de pouvoir expliquer un petit peu un détail qui est très important de cette partie-ci. C'est important donc de rappeler que en réalité le continent américain était habité au préalable par des peuples autochtones. Sur le territoire américain vivait un peuple qu'on appelait les Indiens.
Et l'Empire britannique a donc, lors d'une exploration, tout le monde connaît l'histoire, une exploration, Christophe Colomb a découvert le continent américain en 1492. Et donc maintenant, cela a favorisé l'implantation, bien l'immigration progressive de masse du peuple européen vers les États-Unis. C'est très important de pouvoir comprendre cette partie-ci. Eh bien, une fois donc installé sur le nouveau continent qui a été découvert, l'Empire britannique va donc s'organiser. Ils vont vivre sur le continent pendant de nombreuses années. Et donc pendant de nombreuses années, effectivement, ils seront établis, ils vont développer des commerces, ils vont s'organiser un petit peu comme dans un pays vraiment normal en quelque sorte. Ils vont constituer un ensemble de 13 colonies. Et installés donc et en former ces 13 colonies en question, il semblera donc que les individus qui étaient établis sur le nouveau continent ne voudraient plus être soumis aux lois de la couronne britannique. C'est donc ainsi qu'une rébellion est organisée, une rébellion donc qui va mener à ce que le peuple réclame le départ sans condition et immédiat de l'Empire britannique. Donc il était question de se libérer complètement de l'emprise de la couronne britannique. C'est donc ainsi que la couronne britannique, dépassée par cet événement d'ampleur qui commence à prendre du volume de manière absolument incontrôlable, demandera donc l'aide des peuples autochtones, c'est-à-dire les Indiens sur le territoire, de se rallier à eux pour pouvoir faire face à ces populations donc organisées en 13 colonies qui réclament le départ de l'Empire britannique. C'est la principale donc raison pour laquelle la tribune de Sauk a donc été formée pour pouvoir combattre ceux qui réclamaient l'indépendance et l'autonomie des 13 colonies installées sur le territoire. J'aimerais bien faire une vidéo à cet effet pour vous permettre de comprendre davantage, avec mieux d'approfondissement, cette histoire de l'Amérique. Mais je vous aurai l'opportunité de me le demander dans les commentaires. Je vais vous lire. Si jamais vous êtes intéressé pour comprendre ou bien pour assimiler cette partie de l'histoire, je ferai une vidéo particulière à ce sujet. Cependant, Abraham semble de plus en plus porter de l'intérêt au monde de la politique. Il est bien décidé dès lors à y écrire un chapitre de sa vie. C'est donc en accord avec ses aspirations et ses convictions qu'il se présente aux élections pour siéger à l'Assemblée de l'État en représentant le parti Whig. Le parti Whig, c'est un parti dont la création remonte à l'hiver 1833, en signe d'opposition à la politique à sens unique, pour ne pas dire presque monarchique, du président de l'époque, Andrew Jackson. Sa première tentative est alors soldée par un échec avant d'être élu par la suite plusieurs fois réélu. À cette période, les États-Unis s'impliquent dans le conflit au Mexique appelé Expédition du Mexique, menée par le régime français sous l'égide de l'empereur Napoléon Bonaparte. Abraham Lincoln s'y oppose et de fait doit renoncer à se représenter et retourne à Springfield où il se concentre sur son métier d'avocat et devient célèbre se constituant une clientèle importante à Chicago. Lincoln connaît vite une ascension fulgurante. Durant sa carrière, il défend l'Illinois Central Railroad dans une affaire de grande importance. Il traite des affaires criminelles ici illustres dans le procès des frères Snow, un procès qui bouleversera l'Amérique à cette époque bien évidemment. Il obtient de ce fait une réputation d'homme honnête et éloquent. Enfin, Abraham Lincoln est élu au Congrès fédéral de Washington. Là-bas, il va se faire connaître au travers de ses positions anti-esclavagistes d'apparence, quoique bien finalement il semble s'en extraire de cet alignement lorsqu'il se prononce contre le droit de vote pour la population noire. C'est en 1854 que la loi Kansas-Nebraska, loi qui abroge les limites sur la diffusion de l'esclavage, remet Lincoln sur le devant de la scène politique. Alors candidat républicain aux élections sénatoriales de 1858 dans l'Illinois, Lincoln prononce un discours mettant en évidence le danger de désunion du pays sur le problème de l'esclavage. Discours qui intervient alors en opposition du référendum sur la question de l'esclavage proposé par son adversaire à l'élection, Stephen Douglas. Lincoln échouera malheureusement à ces élections. Un coup dur pour lui, bien évidemment, mais c'est pas bien grave. Simplement parce que cet épisode fera grandir considérablement sa notoriété à travers tout le pays. Cela, bien évidemment, est suffisant pour le convaincre de déposer sa candidature à l'élection présidentielle de 1860 en dépit d'une expérience de seulement 2 ans à la Chambre des représentants.
Alors, représentant surprise du Parti Les Républicains pour l'élection présidentielle de 1860, Abraham Lincoln est élu le 6 novembre de la même année au terme d'une campagne fédérale épique et devient le 16e président officiel des États-Unis d'Amérique, avec un pourcentage de 39,9% des voix. Ça n'a pas été facile, mais il a bien fini par le réussir à force d'y croire et de détermination. Bon, nous devons quand même préciser ici que cette victoire, Lincoln la doit aux dissensions survenues au sein du Parti démocrate qui a présenté deux candidats à l'élection. Deux candidats à l'élection, pas possible. Fait absolument absurde, bien évidemment. Comment convaincre un électorat d'unifier si soi-même on est désunis? Ça n'a pas de sens, bien évidemment. Bref, à l'aube de l'investiture du nouveau président, cet État font sécession et réclame l'autonomie. Il s'agit de la Caroline du Sud, le Mississippi, la Floride, l'Alabama, la Géorgie, la Louisiane et le Texas. Ces États dissidents ont l'intention de former ce qu'ils vont appeler la Confédération des États-Unis d'Amérique. Il est pertinent de bien comprendre ce qui va suivre car ce chapitre est le socle même de cette histoire. La guerre de sécession, aussi appelée Civil War pour guerre civile, traduit de l'anglais, a déchiré les États-Unis pendant 4 longues années, de 1861 à 1865. Cela fut un conflit impitoyable d'une violence inouïe et d'une barbarie inimaginable. Cette guerre oppose les États industriels du Nord et les États agraires du Sud. Alors ici, il est très important de pouvoir faire une petite spécification pour essayer de vous situer un petit peu dans le contexte dans lequel se déroulaient tous ces événements. Il est important de comprendre que ce n'était pas tous les États-Unis, ce n'était pas tout le peuple américain qui était opposé donc justement à l'abolition de l'esclavage. C'était essentiellement le peuple sud-américain. Ça veut dire les Américains qui vivaient dans le Sud. Pourquoi? En fait, les peuples de l'Amérique du Nord ont connu une industrialisation plus ou moins efficiente, efficace et rapide. Donc la partie nord des États-Unis à cette époque-là n'avait pas absolument besoin de l'effort des esclaves noirs pour pouvoir se développer, pour pouvoir faire accroître leur puissance économique. Tandis que la partie sud-américaine, la partie des États-Unis du Sud, avait impérativement besoin, ils pensaient, de pouvoir faire travailler les esclaves pour leur permettre d'atteindre un niveau de développement tout aussi égal ou bien comparable à celui des peuples du Nord. C'est donc la raison pour laquelle cette bataille a principalement opposé les Américains du Sud et les Américains du Nord. C'est très important de pouvoir le comprendre. La guerre débute le 12 avril 1861, suite à l'élection du président américain Abraham Lincoln, favorable à l'abolition de l'esclavage. L'un des principaux enjeux de cette guerre est donc cette thématique poignante à laquelle ne peuvent définitivement pas se résoudre les États sud-américains. L'État de Caroline du Sud craint que le nouveau président abolisse la traite des Noirs. L'État se rebelle contre le pouvoir. 10 autres États sudistes l'accompagnent afin de préserver l'esclavage. Ils forment alors les États confédérés d'Amérique. Le 20 mai 1862, Lincoln signe la loi du Homestead Act. Je vais essayer de vous l'expliquer le plus simplement possible. Cette loi permet à chaque famille qui peut occuper un terrain pendant 5 ans de revendiquer la propriété privée dans les limites de 65 hectares. C'est ainsi que le 19 juin 1862, bonne nouvelle, Abraham Lincoln commence à rédiger la proclamation d'émancipation des esclaves. Durant son mandat, Lincoln va donner la priorité au maintien de l'Union et à la réintégration des États sécessionnistes. Dans le souci de pouvoir atteindre cet objectif, il institue l'impôt sur le revenu pour financer et soutenir l'effort de guerre contre les membres sécessionnistes. Le 1er janvier 1863, les esclaves sont émancipés. L'esclavage est alors définitivement aboli aux États-Unis. Quelle joie! Son premier mandat du 4 mars 1861 au 15 avril 1865 est principalement marqué par cette guerre de sécession opposant les États du Nord aux États du Sud. Alors ancien membre du parti Whig, Lincoln est opposé à l'extension de l'esclavage dans les territoires fédéraux. Le 4 mars 1865, Abraham Lincoln est élu pour un deuxième mandat. Il est donc investi de nouveau à la présidence du pays et sera bien décidé à poursuivre l'œuvre qu'il a commencée, à savoir l'abolition de l'esclavage. Durant les premiers mois de son mandat, Lincoln a d'abord refusé d'abolir brutalement l'esclavage, défendant l'idée selon laquelle
le Nord se battait pour la sauvegarde de l'Union. Pendant la guerre de sécession, Abraham Lincoln utilise la libération des esclaves comme une arme de guerre contre les États du Sud. Le 22 juillet 1862, les présidents américains et son cabinet se réunissent pour la première fois pour lire la proclamation d'émancipation. Mais ce n'est qu'en septembre, lors de la victoire de la bataille d'Antietam, victoire mémorable, que Lincoln publie la proclamation préliminaire. Lincoln annonce la libération de tous les esclaves dans les États qui persisteront dans la rébellion. Le Nord finit par l'emporter et cette proclamation d'émancipation est donc promulguée le 1er janvier 1863. Après sa réélection, Lincoln ratifie le 13e amendement qui abolit l'esclavage sur l'ensemble du territoire des États-Unis. Abraham Lincoln se marie à Mary Todd le 4 novembre 1842. Ils s'aiment passionnément et firent le parfait amour. Abraham fit sa connaissance seulement quelques temps après la disparition tragique d'Anne Whitledger, son premier amour emporté par une typhoïde foudroyante. Lincoln mettra du temps à s'y en remettre et ne put donc jamais oublier ce triste épisode de sa vie. Abraham et Mary eurent 4 enfants, mais seulement un seul atteint l'âge adulte. Robert Todd Lincoln, les autres étant décédés les uns après les autres dans des circonstances malheureuses. Abraham Lincoln et sa femme vivent dans une relative pauvreté. Mary, issue d'une famille esclavagiste, a eu depuis toujours à sa disposition des esclaves pour réaliser toutes ses envies et exécuter ses demandes. En conséquence, il est donc difficile pour elle de s'y adapter à cette nouvelle vie qui l'expose aux réalités du mariage dans un contexte entièrement différent. Le couple s'installe à Springfield dans une maison devenue aujourd'hui un musée, le Lincoln Home National Historic Site. Lincoln rencontre souvent le général Grant qui commande les troupes de l'Union pour aborder les problèmes de la reconstruction des États confédérés après la guerre sanglante. Le 14 avril 1865, c'est au cours d'une sortie au théâtre Ford à Washington qu'il est assassiné par un sympathisant confédéré, autrement dit un défenseur de la sécession du pays. John Wilkes Booth, de son nom, va alors réussir à s'introduire derrière Lincoln et lui tire une balle à bout portant derrière la tête, au niveau de la nuque. Les médecins accourent et voient tout de suite que la balle a atteint le cerveau. Ils le transportent dans une maison en face du théâtre où il passe la nuit sans reprendre connaissance malheureusement. Lincoln meurt le lendemain matin à 7h22. La nouvelle de son décès retentit dans tout le pays et dans le monde entier. En Europe, la nouvelle parvient 10 jours plus tard par un paquebot puis télégraphiée par l'agence Reuters. 4 personnes furent condamnées à mort par un tribunal militaire à la suite de l'assassinat de Lincoln. Parmi ces personnes figure Mary Surratt, qui sera officiellement la première femme à être exécutée par le gouvernement des États-Unis. Lincoln est donc enterré à Springfield, dans l'Illinois, dans une crypte fortifiée baptisée la Lincoln Tomb. Elle fut bâtie en 1901 à la suite des menaces proférées contre sa dépouille. Auparavant, son cercueil avait été déplacé 17 fois depuis son enterrement initial en 1865, ainsi couvert à 5 reprises. Il laissera à son pays une contribution politique majeure avec le vote du 13e amendement à la Constitution américaine, le 18 décembre 1865, abolissant l'esclavage. Les amis, nous arrivons au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu et qu'au travers, vous en avez pas mal appris sur cette partie importante de l'histoire, non seulement des États-Unis, mais également du peuple noir, notre histoire. N'oubliez pas de laisser un petit pouce pour encourager et vous abonner par la même occasion. Partagez également et je vous donne rendez-vous ici sur la même chaîne pour un prochain épisode. Peace.